Bonjour et bienvenue à 1001 voix du succès. Aujourd'hui, on reçoit Éric Grondin, CPA et associé directeur de la région du Sud du Québec chez MNP. Dans cette discussion, on va aborder divers sujets, mais principalement, on va faire un beau portrait de c'est quoi être CPA. On va aussi vous donner une perspective différente probablement que de ce que vous avez de base de la comptabilité ou, dans les mots d'Éric lui-même, de ce qu'est être un gestionnaire. Alors, pour bien s'orienter dans ce périple mouvementé qu'est la vie, Inspirons-nous de ceux l'ayant déjà vécu. bienvenue, chers amis. À 1001 voix du succès. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à 1001 voix du succès. Aujourd'hui, on a la chance de parler à Éric Grondin. Bonjour Éric. Bonjour. Ça fait plaisir que tu sois là. Puis, en fait, je pense qu'on commençait directement par est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu qui tu es, ton parcours? Parce qu'on sait que tu es directeur actuellement, associé directeur en fait de la région du Sud chez MNP en comptabilité. FCPA, si je ne me trompe pas, depuis 2023. Exactement. Donc comment est-ce que tu t'es rendu là? OK. Ben écoute, moi, je suis un petit gars originaire de Thetford Mines. OK? J'ai étudié au début en technique administrative au cégep de Thetford. Et j'avais toujours été attiré par les chiffres, les choses, et le monde des affaires en général. Puis, je te dirais que la technique administrative m'a permis de découvrir vraiment le métier un peu plus technique, la comptabilité, tout ça. Puis, j'aimais ça, plus que j'étais là-dedans. Finalement, moi, j'avais à l'époque un travail où étudiant, je te dirais. Puis, à la fin de ma technique administrative, il y avait eu un problème dans l'entreprise. Il y avait besoin d'un technicien comptable le temps de trouver quelqu'un d'autre. Et il m'avait pris, mais avec la promesse de dire, on doit aller, tu devrais continuer à aller à l'université. Fait qu'on ne donne pas un job temps plein, continue à aller à l'université. Parfait. Et au départ, c'est drôle, j'ai fait ma technique administrative parce que je n'étais pas sûr que je serais capable d'aller plus loin que ça. Okay? Pour dire un peu, dans la vie, on développe notre confiance en soi. Là. Ouais. Au début, je dis ça à des gens, voyons donc, Éric. Oui, au début, je n'étais pas sûr. Fait que finalement, après, je suis rentré ici à Sherbrooke, à l'Université de Sherbrooke, dans le stage coop. Moi, j'étais dans l'ancienne faculté. Je n'ai jamais eu de cours dans l'école de gestion. J'étais à la faculté qui est, je pense, la faculté de théologie maintenant, à côté du pavillon central. Et à ce moment-là, j'ai fait, dans ce temps, je vous allais être jaloux, le CPA, c'était 3 ans. C'était pas 4 ans. Ah ouais. Exactement. J'ai fait mon 3 ans là et j'avais fait mes stages ici à Sherbrooke. À l'époque, ça s'appelait le groupe Mallette-Maheu. J'avais rentré là. J'ai fait mes 3 stages. J'ai eu un emploi par la suite. J'ai fait mon 2 ans pour avoir mon titre. Et à l'époque, oui, j'aimais faire des états financiers, j'aimais tout ça, la technique, mais j'étais beaucoup attiré par le spécial de la profession. Faire des budgets, la gestion, être impliqué dans des projets, analyser. Puis, je me disais, j'aime ça, oui, travailler sur les états financiers, bien, c'est cumuler du day-to-day, le passé, mais voir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on peut travailler là-dessus. Parce que quand tu dis le spécial de la profession, tu te dis les budgets et tout, pourquoi est-ce que c'est spécial dans la profession? Habituellement, c'est quoi le normal puis c'est quoi le spécial? Parce que les gens, souvent, ont la perception qu'être CPA, c'est de faire comptabiliser les factures, faire des états financiers puis faire des impôts. OK? Mais pour moi, c'est peut-être 20% du vrai travail d'un CPA. Parce que souvent, un coup qu'il a maîtrisé la technique puis voir ce qu'il y a à faire, il va superviser des gens à faire ça, mais il devrait être sur les projets spéciaux de l'entreprise. Puis travailler sur, à ce moment-là, tout ce qui peut être aux alentours d'eux. Fait que les projets, ça peut être l'achat-vente d'une division, ça peut être une nouvelle usine qu'on veut bâtir, on veut acheter un équipement, est-ce que c'est rentable, travailler le prix de revient de l'entreprise, toutes ces choses-là qui est non routinier. Okay? Puis, fait qu'à ce moment-là, moi, quand j'avais fait des états financiers, mais j'étais curieux. Fait que peu de gens savent ça, mais je suis parti dans le privé. En 99, je me suis allé dans une entreprise qui existe encore, qui s'appelle AFT aujourd'hui à Ikawa, à Lennoxville, qui était une compagnie qui faisait des pièces pour les machines de pâte et papier à grandeur du monde. On avait une division à Varkaus en Suède, on était ici à Sherbrooke, tout ça, et je m'en allais là pour prendre le poste de chef comptable, mais je rentrais un an d'avance pour donner chef comptable. Et durant, j'étais là après 8 mois, j'aimais vraiment ça, mais le chef comptable, finalement, est remplacé par quelqu'un d'autre, qui fait que lui, il pensait avoir une promotion qu'il n'a pas eu, fait qu'il est resté chef comptable.
Fait que moi, je n'ai pas eu le poste de chef comptable. Fait que là, j'ai fait comme ah. Fait que là, à l'époque, les associés où est-ce que j'avais été, eux m'ont appelé. Puis ils ont dit, est-ce que tu aurais le goût de revenir avec nous, mais dans un département dédié aux projets spéciaux de nos clients? Fait qu'exemple, aider les clients à monter leur dossier pour aller chercher un financement. Faire des projections financières, travailler avec eux, leur analyse de leur état financier, c'est de comprendre comment améliorer leur gestion de ces choses-là. Fait que vous comprenez que moi, ça m'intéressait pas mal. Fait que je suis rentré en 99. Puis juste pour vous faire rire un peu, une de mes conditions pour venir, c'était d'avoir un ordinateur portable juste à moi. OK? Parce qu'il y avait tous des postes fixes, des ordinateurs postes fixes au bureau. Fait que tu travaillais au bureau, puis le soir, tu t'en allais chez vous, tu ne travaillais pas parce que tu n'avais pas d'ordinateur. Fait que s'il fallait que tu travailles le soir, tu allais au bureau. Fait que toi, ça te tentait de pouvoir travailler de chez toi, en fait. Oui, parce que je me disais, le type de travail que je vais faire aussi, je vais aller chez les clients. Fait que ça me prend une facilité. Fait que, et là, j'avais fait des jaloux. Là. Hey, écoute, j'étais tout seul à avoir mon ordinateur portable. Mais c'était, excusez-moi le terme, une Bertha. Là, c'était énorme, c'était lourd, c'était épais. Les premiers IBM qui ont sorti, c'était pas des ThinkPad même. Là. C'était pas même pas le nom. Là. Fait que, dans le fond, j'ai commencé comme ça en 99. En 2000, nous, à l'époque, le groupe Mallette Maheu, le temps je suis parti, puis je suis revenu, il avait fait une fusion avec une firme qui s'appelle Arthur Andersen. Arthur Andersen, c'était une firme mondiale. C'était un des grands joueurs mondiaux. Moi, dans le temps, il n'y avait pas les Big Four, c'était les Big Five. Parce que Arthur Andersen faisait partie des Big Five au monde. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que avec le temps, Andersen avait fusionné au Québec avec le groupe Mallette Maheu, mais ce qu'il voulait, c'est faire en sorte de dire on va se concentrer sur des comptes de plus grosse importance. OK? Des compagnies plus grosses, ça. Puis plus les petites PME, les autres affaires, on ne sera plus là. On ne fera pas ça. Mais nous, on dit, voyons, c'est notre marché, ça, comment ça? Tout. Fait que mes associés de l'époque ont dit, ben là, on n'est plus heureux dans le modèle d'affaires d'Arthur Andersen, qui n'est pas un mauvais modèle d'affaires en soi, mais ils disent, regarde, on va passer. Fait qu'il y avait approché Samson Belair de Deloitte et Touche. Okay? À l'époque, c'était le nom Québec. Et il y avait un petit bureau Samson Belair à Sherbrooke qui était dans le groupe du Big Five de Samson Belair, qui était de Deloitte mondial. Ils ont fait l'acquisition du bureau de Sherbrooke. Et là, je suis tombé dans une équipe qui me ressemblait, okay, avec Jean-Claude Arsenault, avec Marc-André Nadeau à l'époque, pour faire des projections financières qui faisaient que ça. Puis il y avait un volet achat-vente d'entreprise très important aussi. Il pouvait dire à un client, donne-moi ton entreprise, je vais aller au marché, je vais tout structurer la transaction, je vais aller au marché avec, ou on va t'aider à acquérir une entreprise. Fait que j'ai grandi dans cette société-là, dans cette équipe-là à partir de 2000, jusqu'à temps qu'en 2013, ben, j'ai franchi les étapes, le directeur principal, et après ça, en 2013, j'ai été nommé associé chez Deloitte. Le Samson Belair avait disparu et le Touche était rendu Deloitte au niveau du brand. Et fait que de 2013 jusqu'à 2020, ben, j'ai continué à gravir les échelons dans le sens qu'on m'avait nommé en 2015 leader régional chez Deloitte. Okay. Où est-ce qu'à l'époque, le rôle d'un directeur régional, c'est plus de faire rayonner la marque, le brand, mais multi-service dans la région. Fait que j'ai fait ça pendant 2 ans. Et après ça, j'avais été nommé pour le Québec en entier sur le transactionnel, tout ce qui était transaction en bas de 20-25 millions de valeur d'entreprise. Pour Deloitte, c'était des petites transactions. Fait qu'il avait dit, regarde, Éric, toi, tu es habitué avec ce type de marché-là, les PME, tout ça, on va te demander de t'occuper de ça. Fait que j'ai monté une équipe à peu près d'une 40aine de personnes en évaluation d'entreprise, en achat-vente, tout ça, et je couvrais le Québec. C'est sûr et certain qu'en avançant, on s'est rendu compte que Deloitte changeait un peu son modèle d'affaires. Puis il disait, nous, on veut viser les plus grosses sociétés. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose là, sur mon historique. Là. OK. Puis que là, finalement, les plus petites sociétés, on ne devrait plus travailler avec ça, puis vous concentrer avec les grandes, puis tout. Puis là, nous, on disait, ben c'est pas notre marché, c'est ça. Nous, on fait des PME, on est en contact avec des entrepreneurs. Nous, on deal, oui, avec des CFO, des CEO, mais on deal aussi avec l'entrepreneur personnel. C'est quelque chose aussi parce que tu es au courant de tout, là, de sa vie. Puis moi, c'est plus informel, c'est sûr. Ah oui. Moi, je dis toujours à la blague, si j'aurais conseillé l'école de gestion, j'aurais rajouté peut-être un cours de psychologie dans notre... parce qu'à un moment donné, tu te ramasses à écouter quelqu'un, puis tu te dis, ouais, c'est pas dans mes compétences pantoute, puis il y a besoin de parler à quelqu'un. Ça peut être matrimonial, familial, plein de choses. Là. Tu fais OK, ouais, mais il y a juste besoin d'être écouté. Relation humaine. Relation humaine. Oh oui, c'est ça. Mais, bref, puis c'est drôle là, parce que
présentement, avec le travail que j'ai, peut-être 35% de mon travail, c'est des ressources humaines. Et quand j'étais au bac, le cours que j'aimais moins bien, j'aimais pas aller au cours de ressources humaines. Je me disais, ça, c'est pas mes forces. Ça, je suis pas là-dedans. Je me relie avec ça. On avait un prof affreux. Moi, ça m'a fait vouloir changer de programme quand j'étais dans ça. Ben, je laisse continuer. Ça a juste fait cette parenthèse-là. Ben, moi, je peux pas dire que c'est le prof, mais c'était la matière en soi. Puis moi, écoute, j'étais peut-être plus cartésien, comment que ça fonctionnait, puis tout ça, ce qu'il y a à faire. Puis je me qualifie un gars d'affaires, là, dans le sens que je vois des opportunités, puis on va structurer ça. Puis fait qu'au niveau ressources humaines, des fois, tu veux faire ça, puis la personne, elle dit, ça me tente pas. OK, c'est bon, mais moi, je suis debout de ma chaise, le projet était intéressant, tout ça. Fait que j'ai évolué énormément là-dedans pour pouvoir. C'était un des défis de ma carrière, je te dirais, de prendre le temps de comprendre qu'il n'y a pas personne de pareil. Mais par contre, c'est d'aller au rythme de chacun. Mais tout est bon avec tout le monde. Moi j'aime tout le monde, puis je m'adapte un peu caméléon, là, je te dirais, avec un peu tout le monde pour voir à les apporter, puis voir ce qu'ils veulent. Ça. Fait que si je reviens à ma carrière, pour finir, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un moment donné, on a eu des discussions sérieuses avec Deloitte. Puis moi, le parallèle que je fais, c'est que c'est un couple, OK? Puis les deux, on s'aime plus. Mais on se respecte. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Finalement, on a eu des pourparlers. On a commencé et, ultimement, on a trouvé notre nouvelle maison chez MNP. MNP, dans le fond, moi et 4 autres associés au Québec, on avait été identifiés par Deloitte pour négocier la transaction avec eux, avec une deuxième maison, qu'on fasse quelque chose. Puis, à la limite, on a même regardé l'alternative d'être de notre propre cabinet, repartir un cabinet à zéro. Puis, on partait avec 26 bureaux, 650 personnes. Fait qu'on ne partait pas à zéro. On a rencontré BNP et on s'est assuré au jour 1, au niveau des valeurs de la firme, le modèle d'affaires qu'ils avaient, que c'était le bon qu'on recherchait. Parce que nous, on cherchait une polyvalence locale. On voulait être décisionnel local. Mais par contre, on avait été élevé dans une structure qui nous permettait d'avoir un partage des ressources. Exemple, département de ressources humaines. Oui, on peut en avoir un par région, mais avoir quelqu'un qui travaille sur les programmes d'ensemble, qui a toutes les formations, les avantages sociaux, mettons, pour les employés, qui va négocier un package pour tout le monde, puis après ça, par région, on va l'utiliser. Ça, c'était une des choses. L'autre volet, c'était toutes les spécialités. Exemple, la fiscalité, nous, c'est super important avec nos clients, on était très actifs. Fait qu'on disait, il faut être assez gros pour avoir la masse critique pour continuer à avoir des spécialistes en fiscalité, puis même des sous-spécialités de fiscalité. Exemple, on a des gens chez nous qui ne font que les incitatifs fiscaux. Il y en a d'autres qui font les taxes de vente. Il y en a d'autres qui font la fiscalité américaine des particuliers. Puis écoute, le prix de transfert, je préfère la limite de tout ça. Mais pour avoir tout ça, juste moi, exemple, être à Sherbrooke, pour avoir assez de clients pour alimenter tout ce monde-là, on ne pouvait pas. Ouais. Mais en ayant tous ces bureaux-là, fait que finalement, MNP, eux, avaient un bureau à Montréal. Okay? Ils avaient fait quelques fusions. Tout avait commencé en 2011 pour eux à Montréal. C'est une firme qui a commencé en 1959 à Brandon, au Manitoba, pour les agriculteurs qui avaient grandi. Et quand on est arrivé, si on regarde le volet juste société privée de tous les joueurs, c'est la 3e grosse firme au Canada. Okay? Parce qu'il y a des Big Four, mais les Big Four, ils ont beaucoup de compagnies publiques, ils ont des divisions de services spéciaux, de ci, de ça. Mais si tu isoles le côté desservir les sociétés privées, on est dans les grands joueurs au Canada. Bon. Okay. Et on l'assume, et c'est ce qu'on veut. Et nous, on ne veut pas venir vérificateur de la Banque nationale. Ouais. Par contre, tous nos services spéciaux, on est capable de servir la Banque nationale. Fait que on va travailler avec des compagnies publiques, mais sur nos divisions des mandats spéciaux. Fait que le rôle que j'ai chez MNP maintenant, ça prend plus un directeur général. Fait que j'ai mon équipe ressources humaines pour le sud du Québec, j'ai mon équipe marketing, j'ai mon équipe opération. Et moi, mon rôle, c'est de travailler avec mon groupe d'associés régional pour dire, ensemble, on va dicter c'est quoi nos priorités, c'est quoi notre plan, qu'est-ce qu'on veut faire, mais pour notre région. Okay? Et après ça, on va voir les lignes directrices que la firme nous donne, dire voici les tendances, qu'est-ce qui pourrait être développé, qu'est-ce qui est intéressant. Fait que moi, c'est de mettre ça ensemble, puis après ça, coordonner avec l'équipe et les associés pour le réaliser. Okay? Et après ça, réajuster aux besoins. C'est sûr qu'un volet, je vous expliquais que je suis un gars d'achat-vente d'entreprise, qui a été ma carrière. Quand j'arrive dans le poste que je suis là, un des beaux modèles de MNP pour la croissance, c'est des fusions avec des cabinets. OK?
moi, je suis comme un poisson dans l'eau, là, parce que, tu sais, j'ai fait ma vie là-dedans, puis on me dit, toi, là, on veut que tu laisses un peu tes clients pour quelques deals. Fait que je fais peut-être encore 30% de mon travail dans encore des transactions. OK? Mais le bout de travailler carrément avec les fusions. Fait qu'on vient d'annoncer, on le fait le 1er juin, une fusion à Valleyfield. Un bureau près d'une 50aine de personnes qui s'est joint à nous. On a une autre qu'on va annoncer début septembre. Et on a encore, on a 3 autres qu'on regarde pour voir parce qu'on vient répondre à un besoin qu'il y a dans le marché de gens de se regrouper parce que leurs clients ont besoin de services spéciaux. Nous, on est capable d'offrir des services, puis en passant, adaptés aussi. Donc là, je fais un pitch de vente de MNP. Mais nos services sont vraiment adaptés, je dirais, à la PME. Puis eux, exemple, ils ont besoin de fiscalistes, ils n'en ont pas à l'interne. Puis les clients aiment ça avoir une place pour vraiment être desservis. Fait que le modèle, c'est avec mon travail actuellement, ben, c'est de continuer à développer ça ou à desservir ma clientèle, parce qu'avec le temps, j'ai mes clients que j'ai connus, que je continue à desservir avec mon équipe d'associés. J'ai des mandats spéciaux d'achat-vente avec le réseau que j'ai développé. J'ai réussi à bâtir aussi une belle relève dans mon équipe au niveau des associés ce volet-là. Puis après ça, c'est aussi de travailler sur la croissance des MNP. Parce que là, il y a vraiment plusieurs éléments que je trouve intéressants. Puis je commencerai par te poser la question. Tu l'as dit, tu es un gars de transactionnel, tu as fait beaucoup de ça. Ben, en fait, tu fais ça de ta carrière. Oui. Est-ce que tu considères que la transaction entre Deloitte et MNP, ce qui est drôle parce que c'est pas toi qui l'as comme. Tu sais, genre, c'est pas un client, c'est rien, c'est littéralement de toi et ton équipe que tu parles. Oui. Est-ce que tu trouves que ça a été une transaction qui a été réussie? Je pense que oui. Sincèrement, elle était gagnante-gagnante, tant pour Deloitte que nous. Et en passant, on se réfère encore des fois des clients et des choses. Okay. Moi, je reste en une excellente relation avec mes anciens collègues là-bas. Tu sais, c'est pas parce que demain matin, tu pars d'une organisation que c'est tout des pas bons. Tu sais, la journée avant, tu pars, ils sont merveilleux, puis après, ils sont... Non, c'est pas vrai, c'est des gens, c'est des amis quelque part que tu avais créés, puis tout ça. Fait que oui, c'était vraiment gagnant, mais c'est parce que nous, on a maintenant la flexibilité d'un petit bureau régional, mais dans un setup canadien. OK? Deloitte était une firme qui est très centralisée, OK? Mais qui est très fort en expertise, mais qui visait un créneau de marché qui, en bon français, on ne se pile pas ses pieds. Ouais. Parce que les autres sont rendus là, nous, on est là, puis on fait de la belle business, ils font de la belle... Tout le monde est heureux, OK? Ouais. Fait que, puis, je te dirais, quand j'ai fait cette transaction-là, moi, j'ai appris beaucoup. Encore, malgré le fait que ça faisait des années que je faisais du transactionnel, là, je le faisais avec l'émotion. Ouais. Parce qu'avant, j'essaie d'être objectif, évaluer, accompagner, dire au client, tu payes trop cher, ça n'a pas de bon sens, il y a ça. Mais quand tu es dedans, c'est toi, là. Une autre perspective, là. C'est tes choses qui vont arriver. Puis plus que ça aussi, c'est quand on a fait ça, moi, je le faisais pas juste pour moi, là. Je le faisais pour... À l'époque, on était 200 associés. Ouais. Tu sais, fait que... non, pas vrai, 125 associés. On est rendu 200. Mais on était 125 associés. Fait que tu le faisais pour eux aussi. Je me sentais responsable de tout ça aussi, tu sais, puis dire... et ils nous ont fait... Au début, ils n'étaient pas au courant du processus parce qu'on était en chose, mais quand on avançait à mener, puis on était informés, puis là, ils ont dit, écoute, qu'est-ce que vous avez tout... Ça fait longtemps que tu sais ça, un petit bout, qu'on travaille là-dessus, pour essayer de défricher, mais il ne fallait pas que ça s'ébruite, puis rien. Et après ça, le défi, c'est de dire, est-ce que ces associés-là qui vont continuer à travailler avec toi, qui aient confiance, puis à date, c'était merveilleux. Je dirais qu'on forme toute une équipe, là. Puis, si tu as des principes de base pour la transaction, par exemple, une entreprise qui veut acheter une autre entreprise, est-ce que tu as comme des je sais pas moi, ben c'est ça, des principes à respecter ou quelque chose qui assure le succès de la transaction? Oui. Moi, ce que je te dirais, c'est qu'il ne faut jamais que tu le fasses pour le financier. Il faut qu'il y ait un autre élément stratégique dans ton élément de le faire. Puis il faut que tu t'assures au jour 1 que question de valeur puis de façon de penser que ça fit ensemble. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le fait que ça fit ensemble? Comment tu t'assures de ça? Exemple, mettons, je vais prendre l'exemple de nos fusions qu'on fait. Moi, quand je rencontre des nouveaux comptables qui ont leur cabinet, puis au début, ils me disent « OK, comment tu me donnes ma pratique? » Non, parle-moi de toi. C'est quoi tes types de clients que tu as? Pourquoi qu'on se parle aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui est important dans la vie? T'sais, moi, l'exemple, je me rends compte, quelqu'un qui maltraite son monde, qui est très dur avec son staff, tout ça, je vais dire, tu ne seras pas heureux avec nous autres, puis nous, on ne sera pas heureux avec toi, on va arrêter ça là. Même s'il fait énormément d'argent, puis il est gentil, puis au meeting, je vais dire, non, il faut que moi, j'aille une continuité, puis ces gens-là, on va faire équipe avec eux après.
OK? Fait que souvent, dans une transaction, c'est de s'assurer que ces gens-là ne viennent pas faire en sorte de briser ton modèle d'affaires que toi, déjà, qui fonctionne. OK? Ils peuvent le bonifier. Ils peuvent venir le bonifier. On a fait une fusion à Cowansville il y a 2 ans. Ils nous ont apporté des éléments de structure incroyables. Ils disaient, hey, on n'a pas pensé. Hey, on va faire ça comme ça. Hey, c'est vraiment bon, votre affaire. Fait que là, on l'intégrait à nos choses après. OK? Mais au début, il faut qu'il y ait un fit. Puis moi, je dis toujours avant, quand tu croises, mettons, une fille, puis tu vas au restaurant avec, puis tu dis peut-être qu'on a une relation, bien, le premier soir-là, tu ne parleras pas de ton compte de banque, ton T4, pas supposé, de voir peut-être qu'est-ce que tu vas faire. Tu vas dire qu'est-ce que tu veux dans la vie, veux-tu des enfants, tu apprends à te connaître pour savoir, y a-tu un fit, ça marche-tu ensemble? Ouais. Moi, je pense que ça, c'est important. C'est important. C'est fou. Donc, on compare en fait un peu le début d'une transaction, les deux parties, pour pouvoir travailler ensemble au début d'une relation où est-ce qu'on apprend à se connaître, on ne parle pas encore d'argent. Ça, c'est très intéressant. J'avais jamais vu les transactions comme ça exactement. Oui, puis après ça, je veux dire, il y a l'inévitable partie de... Là, on commence à parler plus, OK, combien, j'imagine... Exact. On va tomber quand on voit que là, il y a on peut danser et tout, là, c'est ça. Là, il va y avoir l'autre partie. Est-ce qu'habituellement, il y a cette partie-là, est-ce que... Parce que en même temps, ça, c'est plus la partie que nous, dans notre programme, par exemple, en droit, on a été plus en contact, c'est-à-dire les négociations, on dirait que, en tout cas, bref, moi, j'avais pris le cours de négociation commerciale. C'était plus celle-là qu'on était dedans, bref. Puis c'est souvent là où est-ce que, en tout cas, c'est souvent, j'ai aucune expérience, mais comme, c'est là qu'il y avait des problèmes, entre parenthèses, parce que justement, on s'ostinait sur le prix ou peu importe. Fait qu'une fois que tu as passé l'étape de, OK, on apprend à se connaître et tout, cette étape-là, est-ce que pour toi, en tant que CPA, tu es très... est-ce que tu fais beaucoup partie de cette étape-là ou pas vraiment? C'est-à-dire dans toutes les... On est là. Souvent, on est le chef d'orchestre. OK, c'est vous autres qui contrôlez. On est chef d'orchestre de tout ça, parce que souvent, le légal va arriver un petit peu plus tard. Okay? Parce qu'avant de faire les contrats, mettre par écrit, il faut qu'on aille un deal, il faut qu'on aille quelque chose. Okay? Puis, je te dirais, c'est de travailler dans un mode solution aussi. Parce que... Puis d'écouter les deux parties, des fois individuellement, puis de dire, toi, qu'est-ce que tu recherches? Toi, c'est quoi tu recherches? Puis là, des fois, tu dis, OK, bon. Puis là, moi, je me vois, là... pas faire une transaction pour moi, mais être consultant dans ce sens-là. Puis dire, ou parler au professionnel du vendeur ou de l'acheteur, selon quel côté je suis, pour dire qu'est-ce que ton client recherche, qu'est-ce qu'il y en est, tout ça. Souvent, peut-être la vieille école, ils vont dire, ben moi, je veux 5 fois le BAYA, puis si tu ne me donnes pas 5 fois le BAYA, je ne l'aurai pas. OK? Quoi tes types de clients? Ah, je vais te dire ça après, tout ça. Ben oui, non, mais là, il faut que tu me permettes d'évaluer. Puis, fait le blabla ou des bars de se cruiser, en bon français, crée un sentiment de confiance qui fait après tu vas partager de l'information. Puis si c'est un peu plus difficile, tu vas poursuivre parce que tu penses qu'il y a un fit. Mais si tu penses qu'il n'y a pas de fit, puis tu le fais juste pour l'argent, c'est pas des belles transactions d'habitude. Ouais. OK? Puis souvent, ce qu'on va faire, c'est que pour assurer de préserver la valeur de ce que tu vas acquérir, tu vas dire à la personne, il faut que tu sois là après en transition pour me permettre de transférer, que ce soit les clients, les ressources humaines, les gens, les choses. Fait que les gens sont tout inquiets. Là, la gestion du changement. Là. Moi, je dis toujours à la blague aux gens, quand tu te présentes en politique, puis tu dis, je vous promets du changement, tout le monde va voter pour toi. Puis quand tu es dirigeant d'entreprise, puis tu dis, je vous promets du changement, tout le monde, là, ils vont, non, c'est quoi ça? Tout est relatif. Là, fait que c'est pour ça que souvent, le succès des transactions se passent 100 jours après que la transaction a été réalisée. Ah, oui. Parce que c'est l'intégration. Okay. S'assurer que ça s'est bien fait, que les employés restent, que les clients restent, tout ça. Sinon, tu as payé quelque chose. Puis moi, ce que je dis aux gens, c'est quand tu achètes une entreprise, tu achètes une recette. Okay? Et si au début, tu changes la recette sans l'avoir compris, ça se peut qu'elle ne goûte plus pareil, la business. Puis là, tu te dis, comment ça qu'elle ne fait plus d'argent? Elle faisait de l'argent avant. Oui, mais c'est parce qu'il y avait une petite épice là, que toi, tu as changé. Tu penses que c'était pas important. Fait qu'au début, c'est prends le temps de comprendre. Rentre dans l'entreprise. Gagne la confiance des gens. Approprie-toi le modèle d'affaires. Puis quand tu l'auras tout compris puis tu es d'accord, ça, tu pourras commencer à te permettre de faire des changements. Puis ça, c'est exactement l'approche qu'on a à MNP dans nos deals aussi. Parce que on n'a pas la science infuse quand on rentre, là. Puis si ces gens-là, on les amène avec nous autres, c'est qu'ils sont performants, puis on veut qu'ils restent
comme ça avec nous. Ouais. Fait que c'est ça, je vous dirais, au niveau transactionnel, le succès après arrive comme ça. C'est l'affaire, puis ça. Puis il faut comprendre que quand tu as vendu ton entreprise, tu as vendu ton bébé des fois. Là. Fait que c'est délicat, puis quelqu'un arrive, puis il change de couche, puis il met pas la bonne affaire. C'est mon bébé, comment ça tu fais ça? Puis... Ouais. Non, c'est ça, je comprends. Puis par rapport à tout ça, là, on touche à beaucoup d'éléments par rapport à ta job, dans le fond, l'aspect transactionnel. Mais est-ce que tu trouves que, tu sais, en même temps, tout ton parcours, là, c'est-à-dire tu nous as expliqué à partir de l'université jusqu'à maintenant où tu es rendu, est-ce que c'est un parcours typique, entre parenthèses, d'un comptable dans une firme de comptable, finalement? Ou en fait, est-ce que c'est un parcours typique de comptable? Je te dirais que non. C'est pas typique. Par contre, la profession de CPA offre à peu près ce que tu veux faire. Okay. Fait que si tu es quelqu'un qui aime mieux peut-être une certaine routine, qui était heureux à faire de la comptabilité, de la technique, rencontrer le client, lui expliquer ses choses, travailler avec certains experts dans des mandats spéciaux que ton client a sans le faire, c'est possible. Tu es quelqu'un qui aime ça, être plus développeur, travailler sur des projets spéciaux, mais que je dirais que moi, j'ai jamais visé d'être dans un poste de direction dans un cabinet comptable. Et pourtant. OK? Moi, j'ai toujours fait ce que j'aime. Je fonce à fond, je le fais. Puis là, après ça, les opportunités à date sont chanceux, là, je sais pas, sont venues à moi. On m'a proposé des choses. Ouais. OK? Ouais, j'aime bien cette philosophie. Je vais t'arrêter là un instant. Le fait de... Tu prends la vie par les deux mains et les opportunités se présentent à toi. Donc, tu fais quelque chose. Et on avait un invité hier qui disait justement, mieux vaut faire quelque chose que ne rien faire, je pense. Ouais. C'est un peu ça le sentiment, dans le sens que c'est pas... Tu n'avais pas nécessairement idée où tu voulais te retrouver, mais tu avais une idée de ce que tu voulais faire. Tu allais de l'avant. Et là, à force d'aller de l'avant, tu fais quelque chose, une opportunité se présente. Ah oui, ça m'intéresse. Non, telle chose m'intéresse pas. Et de fil en aiguille, tu te construis une carrière que tu veux, en quelque sorte. Ben, moi, ce que j'ai été chanceux, c'est que j'ai trouvé mon X sur un niveau professionnel. OK? J'aime ce que je fais, je suis là-dedans. Puis moi, ce que je dis aux gens, c'est que quand tu aimes quelque chose, d'habitude, tu vas plonger tête première, puis tu vas être là. C'est plus facile à ce moment-là que... mais dans ma job, il y a des choses que j'aime pas. Là. Ouais. C'est comme n'importe quoi. Puis moi, je fais le parallèle à mes gens au bureau. Quand tu trouves tes emails, OK? Tu as un email d'un client spécial, puis là, tu as un de tes chums qui t'a écrit. Quel premier email tu vas ouvrir? Malgré que professionnellement, tu vas ouvrir celui de ton client, tu vas aller voir ton chum. Tu vas dire, OK, bon, je vais répondre. Mais tu vas faire ton suivi. Mais la séquence fait que tu vas toujours aller en premier. Est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui t'intéresse? Fait que je dis aux gens, la profession CPA offre plein de choses. Qu'est-ce que tu vas aimer là-dedans? Ben, puis vas-y, puis va à fond. Plonge. Puis au début, tu as à t'investir là-dedans. Que ce soit un nombre d'heures que tu vas mettre des fois, mais des fois, c'est sur le timing, quand ça arrive. Puis des fois, il arrive des opportunités, c'est là. Mais souvent, tu vas distinguer, tu vas te heureux là-dedans. Puis ces opportunités-là, les gens vont aller te chercher parce que d'habitude, quand tu aimes de quoi, puis tu es passionné, ça, tu es performant. Fait que les gens vont dire, hey, viens avec nous autres. Je vois beaucoup de ressemblances avec aussi. Je sais pas si tu allais dans cette direction. En fait, vas-y, je vais aller après. OK. Parce que c'est ça, je vois beaucoup de ressemblances, je trouve, surtout en début de carrière, du moins, de ce que j'ai l'impression avec la carrière, par exemple, d'avocat, surtout dans le milieu des affaires, où est-ce que justement, tu rentres dans un milieu qui est très exigeant, qui en demande beaucoup, puis effectivement, qui nécessite une certaine passion parce que les heures souvent sont longues, sont difficiles. Est-ce que vous autres, par exemple, les jeunes qui sortent de l'université, là, comme par exemple nous autres, là, est-ce que tu as ce feeling-là aussi qu'ils arrivent dans une place où est-ce que c'est OK, là, je vais me faire... Genre, je vais travailler fort, ça va être difficile, parce que nous autres, c'est un petit peu comme ça qu'on rentre dans les... surtout en droit des affaires, exact, quand on arrive dans les gros cabinets compétitifs. Et moi, le parallèle que je voulais faire juste avant, c'est par rapport à ce que tu avais dit, ce que je trouve intéressant, et je le réalise en droit, même en médecine aussi, c'est que tu as dit en fait que on se fait une perception de ce qu'est être comptable. Et on peut se faire une perception et se dire, OK, ben c'est pas pour moi parce que moi, je suis moins cartésien. Je suis plus telle affaire. Et donc, cette profession-là n'est pas faite pour moi, mais on réalise, et comme tu nous le dis, en entrant dans la profession, qu'en fait, c'est quelque chose de hyper diversifié. Comme moi, j'avais un cousin, moi, je pensais que médecine, c'était une chose. Il me disait, non, souvent en médecine, tu vas trouver quelque chose que tu aimes faire. Ou en droit, notamment, initialement, je pensais qu'avocat, c'était une chose, mais non, il y a tellement de choses diversifiées qu'on peut faire en droit quand on a le bac d'avocat, quand on a l'école du barreau, et je pense que c'est la même chose pour CPA, c'est que moi, je m'étais fait une idée préconçue de ce qu'est un comptable et ce que ça fait.
et que c'était peut-être pour moi ou peut-être pas pour moi, mais en réalité, il y a tellement de choses que tu peux faire avec ça dans le domaine, puis on le réalise pas assez, je pense. Mais là, je voulais juste faire ce parallèle-là. Ouais, non, mais t'as raison, t'as raison. Je te laisse revenir à ta question, Charles. Tu demandais par rapport aux étudiants. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis curieux, c'est ça. Peut-être faire du pouce ce que tu dis, c'est que la profession de comptable te donne un cadre de façon de réfléchir, d'agir dans des situations X, Y, Z. OK? Mm-hmm. Et après ça, tu as des compétences techniques pour, s'il y a un des volets, c'est toi qui as la compétence, soit y aller, tu vas le faire tout seul. Après ça, tu comprends, tu dis, OK, si je suis logique, puis ça, moi, je dis aux gens, là, on a toute une petite voix qui nous parle, tout le temps. Puis là, je dis aux gens, elle, là, c'est l'intuition, là. Puis c'est ça qui fait que plus que ça va, plus tu as de l'expérience, puis elle te parle, cette petite voix-là, il faut que tu l'écoutes. Moi, j'ai toujours écouté ma petite voix. Puis, quand tu es dans un deal, il me semble que ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Puis, il y a quelque chose, puis tout. Puis, tu dis, non, on va laisser faire, c'est juste moi. Non, pose des questions, comprends. Il y a quelque chose. Ou bien, il y a des affaires que tu n'as pas saisies, tout ça. Au niveau des cabinets, pour répondre à ta question, nous, on apprécie travailler avec les générations. Parce que moi, je gère 5 générations au bureau. J'ai des gens dans 70, 60 ans. Puis j'ai les stagiaires coop qui rentrent. Ouais. Imaginez si je les gère toutes pareilles. Ouais. Personne a... Mais nous, les cabinets comptables ont été en profonde mutation pour s'adapter avec le temps. Mais on ne peut pas être pile poil pareil comme la génération que là, parce que mes plus vieux vont dire, voyons donc, comment ça marche, Puis les plus jeunes vont dire, ben si je mets ça encore comme le whole style, dire, elle fait des heures. Puis sur 50, 60. Nous, là, on ne valorise pas les heures. On valorise ce que la personne va donner, va faire. Moi, je connais des gens qui, en 40 heures, vont accomplir énormément de travail, que quelqu'un d'autre va y prendre 60 heures. Mais moi, ce que je dis aux gens, l'important, c'est que tu aimes-tu ce que tu fais, tu vas le faire, tu vas embarquer. Puis nous, le modèle d'affaires qu'on a chez nous, c'est de dire, ben c'est combien d'heures tu vas faire par semaine? Oui, chez MNP, exemple, les heures supplémentaires, on les paye, mais on dit aux gens, c'est une question de respect que si tu es fait, on va te payer pour ça. Tu ne veux pas en faire, c'est correct. C'est pas pour te mettre de la pression, mais au moins, on te reconnaît que si tu le fais. Mais moi, j'ai toujours vu les cabinets comptables comme la prolongation pour finir son éducation. Je m'explique. C'est que quand on sort, les stages coop aident beaucoup, là, mais quand on sort de l'université, on n'a pas encore le terrain tant que ça. Non, on a la théorie, on a tout ça. Et nous, on donne le terrain. Et c'est là, les gens qui réussissent pour être CPA, c'est quelqu'un qui a à faire le pont entre ce qu'il a appris et ce qu'il vit. C'est-à-dire, comment je mets en application, ça c'est applicable, c'est là je vais le faire, puis tout, pour faire en sorte de dire, je suis capable d'adapter ce que j'ai appris au quotidien. Fait que quand je rencontre un client, c'est sûr et certain, je peux lui parler de fiscalité, puis lui dire, c'est quoi ton PBR? Ah, ça, c'est un 55,2. Puis ça, puis il va me regarder, il va dire, hey, moi, je suis électricien. Ouais. Puis je te parle de kilowattheure, puis de voir ta boîte électrique chez vous, je vais dire, non, je comprends pas. Ben, c'est ça que tu es en train de faire avec moi. Là, fait que c'est d'être capable de vulgariser, de prendre ce que moi j'ai appris, puis de dire au client, le client, il y en a, là, je te dirais, qui ont besoin de comprendre en détail, mais il y en a d'autres, c'est de dire, non, c'est mon problématique, tout ça, Eric, qu'est-ce que tu me proposes? C'est ça. Puis moi, je suis reconnu pour ça, de faire des recommandations, de dire, ben, c'est pas moi, là, mais voici tes risques, puis ça, voici ce que je te propose. Puis tu vas prendre la décision. Moi, je ne peux jamais décider pour un client. Jamais. Ce que je trouve vraiment intéressant, et je vais revenir sur 2 éléments, c'est ce que tu as dit, c'est chez vos employés même, tu regardes, prends en considération, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Ouais. Puis ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est qu'en effet, on ne regarde pas assez ça parce que plus que... En fait, c'est tout à votre avantage que vos employés aiment ce qu'ils font parce qu'ils seront engagés, ils voudront faire un bon job et ça va améliorer tout. Et j'ai l'impression que c'est pas le premier réflexe qu'on regarde nécessairement ou que des employés dans ce milieu-là, plus compétitifs, nécessairement peut-être en droit ou tout ça, se font demander, mais c'est quelque chose qui est très important. Et ce que j'aime aussi, c'est la scission entre terrain et pratique et ça m'amène... entre terrain et études, et ça m'amène une question, en fait. Est-ce que tu trouves que les CPA sont... ou les étudiants qui arrivent du programme de comptabilité, il y en a beaucoup qui sont surpris par la pratique? Est-ce que, en fait, ce que je demande, c'est est-ce que ce qui est enseigné à l'école, il y a une scission entre les attentes que les gens se font
par rapport à la pratique et ce qu'est la pratique réellement. Parce que la raison que je pose ça, c'est que je sais qu'en droit, c'est souvent le cas qu'on n'avait aucune idée qu'en gros cabinet, c'est ça qu'on allait faire ou qu'en pratique, c'est ça qu'on pouvait faire parce qu'on se fait enseigner la théorie et des fois, il manque un peu ce volet concret-là. Ouais. Donc, je pose la question pour CPA. Comment ils font ça avec l'université? Est-ce que ça se fait bien? Est-ce que ça se fait moins bien? Moi, je te dirais que les réactions qu'on a souvent de nos stagiaires, c'est qu'ils disent « on veut faire des choses, on veut voir des choses ». Okay? Pour finaliser, leur dire, OK, c'est quoi finalement une vie en cabinet? Parce qu'écoute, une vie en cabinet, là, c'est une des alternatives du CPA. Là, OK? Puis moi, ce que je fais le parallèle des fois, je dis, tu peux jouer au golf, tu peux être une super bonne technique au golf, là, mais il y a plus qu'un terrain. Là. Si tu joues toujours sur le même terrain, les cabinets, c'est correct, ou tu décides d'aller dans le privé, tu peux y aller. Écoutez, sans aucune préférence politique, là, mais tu sais, notre premier ministre, c'est un CPA, notre ministre de l'Économie, c'est un CPA, puis le gars qui gère la santé, c'est un CPA. OK? Mais c'est des principes de gestion qu'ils ont, mais ce pas des spécialistes du tout de la médecine. Puis il y en a qui vont dire qu'ils font pas une job pourri, là, mais ça, je ne vais pas là, c'est pas de mes affaires. Mais ce que je veux dire, c'est... Très politique aujourd'hui. Très politique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'horizon de ces gens-là, personne n'a fait un bac en CPA puis se dire, je m'en vais premier ministre. Pourquoi tu s'en vas en CPA? Mais c'est ton cheminement de carrière qui fait qu'il va t'avoir apporté à des choses. Fait que quand les jeunes arrivent chez nous, les stagiaires, on essaie de leur faire plusieurs choses pour voir leur champ d'intérêt. Souvent, les gens, ils peuvent avoir un champ d'intérêt, exemple, la fiscalité. Puis ils disent, je vais finir mon CPA, puis après, je vais aller faire ma maîtrise. Parce que je réalise que ça, là, moi, j'aime ça faire des impôts. Tu sais, nous autres, les impôts des particuliers, les stagiaires, on les en fait faire pour qu'ils voient c'est quoi l'impôt des particuliers. Ça me ferait, des fois, je disais aux stagiaires, tu fais-tu ton impôt, toi? Non, c'est mon père qui a fait encore. Tu ferais affaire. Fais-la. Juste vérifier, tu sais. Fais-la donc, la tienne, juste pour le fun, tu sais. C'est cool, c'est ça, ça sert en fait. C'est une transition nécessaire de vérifier si on aime réellement ça en arrivant sur le terrain. On peut pas l'éviter. C'est ça. D'où la raison pour laquelle tu avais dit justement que comme c'est une belle école, justement, ou une belle continuation de l'école qu'aller en cabinet, c'est justement que tu as la chance de tester des trucs puis de faire ça. Fait que ça, je trouve ça également super bien. Par rapport au... voyons, j'ai perdu mon pied. Moi, j'ai une autre question, je poserais parce que j'y tiens depuis tantôt. Mais tu peux revenir quand tu le sens. Tu as dit au tout début que tu avais fait une technique et qu'après ça, que tu pensais pas initialement pouvoir aller à l'université ou quelque chose comme ça? Je me disais, peut-être c'est trop gros pour moi. Mais c'est ça. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est une incertitude, je pense que beaucoup de personnes ont. Et plus spécifiquement, pour toi, qu'est-ce qui s'est passé là qui t'a permis de faire cette transition-là? Tu t'es dit, OK, non, je vais aller à l'université, je suis capable de rentrer. Pourrais-tu nous faire traverser un peu ce processus-là mental qui s'est passé? Écoute, moi, je te dirais, c'est que le monde est petit dans la vie, ça, parce que quand j'avais fait ça, j'avais toujours été... moi, je commençais à travailler à l'âge de 14 ans, OK? Puis j'ai toujours... je fais pas ça à mi-temps, mettons. Quand j'embarque dans quelque chose, j'embarque, puis je suis un peu intense des fois, là. Il faut. Mais non, mais la vie... Moi, je fais toujours le parallèle avec du chocolat, tu sais. C'est bon de chocolat, mais même si t'aimes ça, si t'en manges chaud, ça se peut que t'aies mal au cœur des fois. Oui. C'est un bon point. Des fois, moi, ce que je dis aux gens, c'est que quand j'avais embarqué, j'avais fait ça. Et là, avec le temps, je disais, bon, il faut que je me trouve un métier, ultimement. Bon, puis j'avais commencé au niveau de la technique administrative, puis je trouvais que j'aimais ça, puis je disais, je vais faire ça. Je pense que j'ai rencontré des gens dans ma vie qui ont été importants pour moi pour me dire, fais-toi confiance. Et le patron, où est-ce que je travaillais dans une pharmacie, OK? Le monsieur, il avait 3 pharmacies, il y avait un avion, tout, puis ce gars-là était un élément de ma vie important parce que, mettons, à l'automne, le samedi à 3 heures, il arrivait à la pharmacie puis il disait, bon, il te reste quoi à faire dans les commandes, reste ça, laisse faire, ils vont le faire lundi, attends, on s'en va en avion. Fait qu'il m'a amené en avion. Puis là, on parlait business. On parlait, qu'est-ce qu'il fait, puis là, vous avez de pharmacie, ci, ça, puis il m'a comme coaché. Il m'a donné le goût d'être entrepreneur, à parler avec, puis tout ça. Puis avec le temps, à un moment donné, quand il est arrivé, c'est lui qui m'avait offert, parce que qu'est-ce qui est arrivé? C'est que carrément, dans l'organisation, ce que j'étais, il y a une dame qui avait fait une fraude, carrément. Et il l'avait remercié du jour au lendemain. Il m'avait pris, il m'avait mis là, puis il m'avait dit, c'est sûr, je te donne pas un job, je sais que tu es capable de la faire, tu vas écœurant.
mais je veux que tu ailles faire ton université, tu perds ton temps à juste continuer à faire ce que tu fais là. Fais-toi confiance. Je suis sûr que tu es correct. Puis après ça, j'avais fait un stage à l'époque chez Raymond Chabot, à Thetford Mines. Et j'avais rencontré quelqu'un là, qui est José Larochelle. Puis José, c'était ma maître de stage. Puis elle m'avait dit, Eric, faut que tu continues, là. Va à l'université, là, c'est pas vrai. Puis nous, on t'engage pas pour à temps plein comme technicien. On veut que tu ailles faire ton bac, tout ça. Et la vie étant ce qui est drôle, il y a quelques années, José s'est joint à nous autres chez Deloitte. J'ai été la chercher à Thetford parce qu'elle était rendue qu'elle habitait à Sherbrooke. Puis je disais, il est en avec nous autres, puis tout. Fait que moi, je suis passé de son stagiaire à son associé. Fait que c'était drôle, la chose. Ouais. Effectivement. Exactement. Fait que c'est pour ça. Et là, José est rendu à Saint-Hyacinthe. Maintenant, elle s'occupe de la fiscalité à Saint-Hyacinthe chez MNP, puis elle est super heureuse. Fait que tu sais, elle aussi, elle m'a comme dit, gars, fais-toi confiance. Après ça, Guy Daudier, qui était mon propriétaire, pas mon propriétaire, mais j'allais dire mon pharmacien propriétaire. Je suis encore avec mon ancien patron. Fait que tu sais, il y a des gens, des fois, ils voient quelque chose en toi. Puis si tu es bien coaché, puis des gens honnêtes, sincères avec toi, tu dis, gars, vas-y, fais-toi confiance. Je relate beaucoup avec ça parce que c'est vrai, des fois, qu'on ne voit pas nous-mêmes ce qu'on a en nous. Et que ça prend. C'est tellement important d'avoir des gens qui peuvent croire en nous pour nous permettre justement de croire en nous-mêmes et d'aller de l'avant. On sous-estime la place des mentors et des influences positives que les gens peuvent avoir sur nous et sur le cours de notre vie. C'est vrai, tu as raison, parce que l'affaire aussi souvent, c'est que... Mais je trouve ça en fait un petit peu étrange que... Tu sais, parce que moi aussi, j'ai plusieurs influences comme ça, justement, dans les stages, peu importe, qu'il y a des gens qui me coachent puis qui me disent, tu devrais faire telle chose, peu importe. Puis souvent, ce que ça fait, c'est que ça fait juste t'engueuler vers une direction que tu t'attendais pas nécessairement, ou tu avais des préconceptions que je suis pas certain d'aller là, ou peu importe, ou whatever, mais finalement, c'est la bonne direction. Tu vois extérieur qui ouvre la porte. Ouais, c'est ça. Puis je pense que ça, c'est la voie vers, ou en même temps, le chemin vers développer cette espèce d'intuition-là à l'intérieur, ou de commencer à écouter ton intuition, parce que je pense que souvent, ces gens-là, ce qu'ils te font réaliser, c'est que ils te mettent d'en face qu'à l'intérieur, tu le sais un petit peu déjà. Puis ça, je pense que ça revient justement au point que tu avais dit tantôt, par exemple, quand tu fais des deals, peu importe, que justement, t'as cette intuition-là qui te parle de plus en plus que tu as de l'expérience. Fait qu'en tout cas, je pensais... C'est exactement ça. Puis le point aussi, c'est que dans le fond, c'est que la personne qui va te pousser à aller quelque part, souvent, elle connaît l'environnement, elle connaît ce qu'il y a là, puis elle te voit là. Toi, tu ne l'as pas vu, cet environnement-là. Mais elle a dit, je regarde, je vois l'environnement, voilà. Dans mon travail chez MNP aussi, là, c'est d'offrir à des gens, à l'interne chez nous, des mouvements interdépartements, des fois, de dire, moi, je te verrais dans tel service. Ah oui, ils font quoi? Ou juste, je sais pas ça. Rencontre l'associé du service, il va t'expliquer ce qu'il y en est, puis si tu as le goût, on verra. Fait que les mutations internes, on en a, nous, beaucoup. Puis nos meilleurs, souvent, c'est des gens qui ont été dans un autre département puis transfèrent. C'est quelqu'un, moi, qui a fait de la certification, qui a appris comment faire les états financiers, tout ça. Puis après, il s'en vient dans l'équipe des services conseils. Puis après ça, on travaille dans un client. Déjà, il comprend les états financiers, il comprend la base de ça. Il gagne un temps par rapport à quelqu'un qui arrive à froid, qui n'a pas fait cette équipe-là. Fait que je te dirais, c'est souvent la confiance qu'on a en certaines personnes de dire, s'il m'envoie là puis il me pousse là, ouais, c'est ça. Ça doit être une bonne idée. C'est un bon coach. C'est un bon coach. Puis j'aimerais nous amener un petit peu dans la direction, parce que là, on a parlé de transactions, on a parlé de tout ça, mais de manière plus macro. On sait qu'actuellement, il y a, l'économie semble ralentir. Les États-Unis, là, ils ont peur d'une récession, etc. Je veux dire, nous, est-ce qu'on est en récession? Il me semble que j'avais vu ça à un moment donné, c'était annoncé, ça fait quelques mois. Là. Actuellement, dans le monde des PME, peut-être plus en Estrie aussi, là, c'est plus là où est-ce que tu travailles. Est-ce que ça se fait ressentir chez les clients? Est-ce qu'il y a un ralentissement dans les transactions? Est-ce qu'il y a des domaines en particulier qui ont plus de misère actuellement? C'est sûr, certain qu'il y a eu un ralentissement dans l'ensemble, je te dirais, de l'économie. Okay? Dans le sens, si tu regardes, moi, je te dirais, les secteurs qu'on a vu le plus affectés, c'est l'immobilier. OK? Dans le sens avec les taux d'intérêt, avec les taux d'intérêt, malgré le fait qu'on entend dans les médias tous les jours qu'il manque de portes, on manque de loyers, il y a de pénurie, mais les banques ont fait en sorte présentement que les forfaits qui fait que pour faire un projet, la portion de mise de fonds pour faire ton projet versus le financement est de plus importante, et en plus, le taux d'intérêt est plus élevé. Fait que le taux de rendement des projets est affecté à ce moment-là, puis c'est un peu plus long à faire. OK? Et quand tu regardes au point de vue
exemple, l'immobilier, tu vas le couper peut-être en 3, tu vas le regarder au niveau résidentiel. Bien, le résidentiel pur, bien, il y a une possibilité de faire certaines choses, mais les familles, avec l'inflation qu'il y a eu, tout ça, c'est rendu... Je ne sais pas si vous connaissez un peu le modèle européen, quasiment que les maisons, il se passe ça des enfants, les parents aux enfants, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'être capables d'en avoir. Là, ça recommence à... On a eu les CELIAP qui sont mis en place pour essayer d'aider, tout ça, mais on commence à voir de plus en plus les parents qu'il va falloir qu'ils aident un peu l'enfant à faire sa mise de fonds initiale pour partir la roue, chose qu'avant, on ne voyait pas, là, parce que les maisons sont rendues extrêmement plus chères. Avec l'inflation, qu'il y a tout ça, fait qu'il y a moins de transactions. Pas. Au niveau, je vous dirais, industriel, ben ça s'est fait, OK, mais les industries ont ressenti aussi un ralentissement. Mais la vérité, c'est qu'on a vécu une période d'Eldorado avec le COVID. Dans le sens que les gens, il y a bien des business, des clients, je rencontre présentement, sont venus au niveau de l'avant-COVID, qui allait bien. Au COVID, ça a explosé. Vous vendiez des vélos, mettons. Vous vendiez des vélos, là, dans le COVID, là, je ne sais pas vous autres, là, mais c'était dur à trouver. Là. Moi, je me rappelle, j'ai vidé mon cabanon. J'avais plein de vélos, des enfants, je les avais tous gardés. Là. Un soir, j'ai vendu ça sur Kijiji. Écoute, puis c'était fou. Non, les gens m'appelaient, puis j'avais des surenchères sur des vélos. Fait que c'était vraiment fou. Fait que, tu sais, là, eux autres, ces gens-là, ben, sont revenus peut-être à un niveau avant pandémie et un peu moins. Fait que tout ce qui est l'entreprise de détail, c'est difficile présentement parce que les gens ont consommé. Puis certains exemples, je ne sais pas, les véhicules récréatifs, il y a des gens, ils ne pouvaient pas rien faire sauf s'acheter peut-être un 6 roues, un 4 roues, tout ça. Mais là, finalement, ils ont réalisé qu'ils n'aiment pas ça, faire ça. Fait que là, ils ont comme arrêté. Fait que, tu sais, l'industriel suit ça pour fournir tout ça. Tout ce qui est agroalimentaire reste là, il n'y a pas de problème parce que c'est bon. Puis le troisième volet immobilier, c'est tout ce qui est immeuble à bureau. Avec tout le télétravail maintenant, tout ce qui se passe, bien, là, ils se ramassent avec plein d'espaces à bureau partout. C'est possible d'avoir des locaux pas trop chers présentement parce qu'il y a beaucoup d'espace disponibles. C'est un volet immobilier qui est assez affecté, je te dirais, au point de vue de l'économie. Les produits de consommation, je dirais, de loisirs, de non-nécessité, là. Oui, comme par exemple... mettons les sidous, mettons tout ce qui est restauration, ça l'a baissé, les voyages, ça n'a jamais été aussi populaire, mais à l'extérieur que autour. Parce que les gens se sont privés durant le COVID. Fait que là, ils disent, c'est pas vrai que... Fait qu'ils disent, il y a eu oui, ça baisse un peu, mais les agences de voyage ont bien continué à performer aussi. Mais... Tu sais, l'économie, c'est sûr certain qu'avec tout l'argent qui avait été envoyé dans le système pour faire en sorte, moi, c'est ma perception, ultimement, de ne pas avoir de guerre civile interne. Mettons, tu as le COVID, puis là, à un moment donné, il y a plus il y a une pénurie, il n'y a plus rien, puis tout ça, bien, l'instinct a peut-être apparu, puis tout. Fait que le gouvernement s'est assuré, je pense qu'ils ont fait ce qu'il y avait à faire, de mettre de l'argent qui ne manque rien, qu'on passe à travers, c'est correct, puis tout ça, puis après, on verra. Là, on est là. Là, on verra. Tu sais, on a tout. Quand le gouvernement intervient d'une façon artificielle dans un système capitaliste, il peut le débalancer carrément. Avec l'inflation qu'on avait était due à. Il y avait de l'argent dans le système comme incroyable. Le monde pouvait se payer plein d'affaires, puis tout. Puis, non, ça n'a pas de bon sens, puis tout. Puis là, après ça, tu sors de là, tu t'es acheté une maison à gros prix, puis tu as pris un taux variable, puis là, le taux monte. Fait que tu as payé trop cher. Puis en plus, tes intérêts, c'est mathématique, là. C'est bon. Puis, pour le travail, bien, il y a plein d'emplois encore. Pour moi, je ne vois pas de problème. Les gens qui veulent vraiment travailler vont trouver quelque chose, c'est là. Puis moi, je suis un fervent de dire que quand tu veux une récession, puis tu es premier ministre, puis tu es économiste, tu vas commencer à dire aux gens, il va y avoir une récession. Là, les gens font comme, il va y avoir une récession. Je vais ralentir. Je vais ralentir. Fait en faisant ralentir le monde, il y a une récession, puis ils disent, vous l'avez dit qu'il y aurait une récession. OK. Ouais. Dans les 5 prochaines années, est-ce que tu vois que ça va continuer? Est-ce qu'il y a des domaines que tu vois justement... Tu sais, si tu regardes un petit peu dans le futur, là, peut-être avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, peu importe, je veux dire, est-ce que... En fait, pour revenir peut-être, est-ce que ça a eu un impact, ça, sur votre job? Ben, on commence, on le voit. Nous, on a peut-être des applications, par exemple, comme Data Sniper, qui n'est pas de l'intelligence artificielle, mais qui est des outils qui nous permettent de gagner du temps pour faire. Parce que nous, ce qu'on veut, souvent, c'est que nos gens soient le moins possible dans le clérical, le plus possible dans la valeur ajoutée sur l'expertise qu'ils ont, puis avoir le temps d'appliquer leur jugement, puis regarder les dossiers, puis faire ça. OK? Fait en faisant ça, nous, ça nous assure de l'autre côté de dire...
parce qu'on n'a pas eu le choix, nous, au niveau de recrutement. On a moins de monde, on a moins de possibilités. Il faut automatiser certaines choses. Qu'est-ce qu'on peut faire le plus? Au niveau de l'intelligence artificielle, il y a des choses qui vont s'en venir, c'est sûr et certain, au point de vue du cadre de la profession. Mais moi, je suis convaincu qu'un entrepreneur ne s'assiera jamais devant un ordinateur pour lui dire « je vais te conseiller ». Il a besoin de l'humain, il a besoin de la personne, il a besoin d'être là. Puis au niveau de la comptabilité, il reste des affaires qu'on est encore papier sur plein des affaires. Les systèmes ne sont pas uniformisés. Ben, tu vas au restaurant, tu as encore un slip. C'est vrai. Fait que là, à un moment donné, il y a plein d'affaires, tu vas recevoir, on va vous envoyer la facture par courriel. OK, mais il reste qu'il y a une facture qui rentre. Fait que là, plein de formats encore, qui fait que tu dis, je veux tout, moi, rentrer ça s'automatise, ça se comptabilise tout seul, ça sort mes états, ça l'analyse. C'est pas demain la veille, là. Je veux dire, on s'en va là, ça va se faire. Mais, puis au niveau des cabinets, peut-être, ça va être plus au niveau de l'audit. OK, l'intelligence artificielle va, ultimement, tu te branches dans le système du client, puis tu vas fouiller le système. Puis là, le système, il dit, ben, tu sais, l'écriture comptable, là, ça fait 4 fois qu'il la refaisait, puis il la refaisait. Ah, ils n'ont pas l'air bien, cette écriture-là. Peux-tu aller la voir, c'est bien fait, c'est correct. Il y a telle affaire qui ne marche pas, telle chose. Fait que, tu sais, puis il reste que les inventaires, ben, c'est des biens physiques, là. Y a-tu un robot qui va se promener pour compter les boîtes? Il reste certaines choses qui fait que, puis le jugement, le conseil, puis être capable de faire l'interrelation avec tout ça, je pense que ça va bien. Est-ce que ça va nous aider à être encore plus performants? La réponse, c'est oui. Et peut-être d'éliminer les tâches plus laborieuses, moins intéressantes que la profession. Technique ou, c'est ça. Les autres, on ne rentre plus des balances de vérification à main, avec une règle, là, puis nous autres, on rentrait les chiffres dans le temps, on disait pas, on fait plus ça, là. Puis je me demandais, moi, c'est un truc que j'ai entendu plusieurs fois, puis là, on est un peu dans le sujet, justement, de l'économie, la réalisation, ainsi de suite. J'ai souvent entendu, et ça à la fois, parce que moi, j'ai fait 1 an d'administration des affaires avant de transitionner en droit MBA, puis je l'ai entendu dans les 2 programmes que, si vous voulez avoir de la job, certainement, allez en comptabilité. Il y aura toujours de la job. Et on a parlé un peu au début qu'il commence peut-être à manquer de comptables. J'aimerais ça qu'on parle de ça un petit peu. Est-ce qu'il manque de comptables? Pourquoi? Et c'est quoi les conséquences de ça exactement? La réponse, c'est oui, il manque de comptable. C'est pour ça qu'en fait, c'est très facile de se trouver une job, j'imagine. Exactement. Toujours de la job. Exactement. Puis, tu sais, les comptables, il y a le volet plus technique, tenue de livre, de vouloir faire des choses. Il manque des gens à ce niveau-là. OK? Puis, il manque après ça des gens qui vont être capables d'analyser ça puis être un bon conseiller d'affaires. OK? Fait qu'à ce moment-là, je te dirais qu'au niveau comptable, les gens voient peut-être ça un peu plus comme c'est rentrer des factures, c'est faire des états financiers. Non. T'as pas, là, ça, c'est un des volets. Puis il y en a qui aiment ça. Là. Puis tous les jobs ont un volet plus technique ou est-ce que plus robotique, mais j'ai l'impression que les comptables sont souvent réduits à ça. Et donc, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il y en manque? Est-ce que c'est juste que les gens ne veulent pas aller dans le programme parce qu'ils se font des idées? Est-ce que c'est un mouvement naturel qui s'est fait? Pourquoi il y a un manque de comptables? Mettons que tu travailles dans un restaurant, puis que toi, la seule image que tu as du restaurant, c'est laver de la vaisselle. Tu vas te dire, je pense que je n'irai pas travailler dans un restaurant. Mais je vais te dire, tu peux être chef, tu peux être servir les clients, être contact client. Tu peux, à ce moment-là, après, être dans l'administration du restaurant, faire les commandes. Tu vas faire plein de choses dans le restaurant. Là, ça commence à être mais si tu vois toujours, moi, de laver de la vaisselle, ça ne tente pas, je n'irai pas dans un restaurant. Fait que tu n'iras pas. Fait que des fois, je trouve que la connotation des comptables, ils voient le côté, rien qu'une affaire, tu dis, voyons, arrête. Puis il y en a qui aiment ça, laver de la vaisselle. Ben, tu dis, c'est ça, viens. Tu le fais. OK? Puis s'il y a d'autres tâches que toi, tu trouves intéressantes, puis pour toi, laver de la vaisselle, puis pour un autre, laver de la vaisselle, ce ne sera pas la même affaire qui ne l'intéressera pas dans le. Tu sais, il y en a qui vont dire faire de la vie de la vaisselle, moi, c'est faire de la tenue de livre. L'autre, il va dire, ben moi, c'est conseiller un client, rencontrer un client, j'haïs ça. De ce côté-là de la job, j'aime pas ça. Mais écoute, il y a plein d'autres volets. Puis à la gang qu'on est, nous, on peut se compléter. Fait que quelqu'un qui dit, moi, là, j'aime ça être, excusez-moi le terme, mais back-office, là, monter les affaires, tout analyser ça, puis tout. Mais moi, rencontrer un client, là, je dors pas la veille. Ça m'énerve. J'aime pas ça, puis tout. Puis il y en a d'autres, eux autres, là, se taper la job, puis pas rencontrer le client. Ils disent, ben non, moi, j'ai rencontré le client, parler de ses affaires, tu sais. Il y a peut-être besoin d'avoir, donc, un certain branding et une communication, surtout, de ce branding-là, plus effective de ce qu'est la profession de comptable et de surtout ce que tu peux faire. Dans le fond, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est comme tu obtiens des outils, puis après, tu peux faire
plein de choses différentes avec. Puis c'est un peu toi qui peux probablement forger ta propre carrière basée sur ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose probablement qui manque beaucoup parce que moi-même, tu sais, profession de comptable, avant cette discussion et avant de faire mon université, tout ça, j'avais une conception très ferme et probablement assez banale de ce qu'est être comptable. Justement, le truc qu'on parlait, automatique, c'est juste rentrer des factures, ainsi de suite. Et donc, c'est ça un peu le roadblock, si je comprends. Ben, c'est une belle profession pour être gestionnaire aussi. Tu sais, tu as la base. Parce que si tu comprends, quand tu es gestionnaire, souvent, tu es alimenté par des rapports, des datas, des ci, des ça, puis tu ne comprends pas nécessairement tout c'est quoi les interrelations entre ça. Fait que si tu as cherché la base, tu comprends l'interrelation, ben là, c'est plus facile. Fait que, tu sais, moi, je ferais toujours le parallèle avec une voiture. Tu sais, moi, quand je vais chez le mécano, il ne m'explique pas le moteur en détail, là, tu sais, mais je sais qu'il connaît le moteur, qu'il va le regarder, puis tout ça, mais c'est jamais peut-être la même affaire. Puis il va le faire, ça. Fait que moi, je vois comme le conseiller d'affaires ou le comptable, c'est le mécano, qui est avec son client, puis le client arrive. Lui, écoute, il a ses états financiers, puis ça, puis il va dire, il va être capable de te dire, il y a quoi qui ne marche pas avec mon char. Hein? Il semble qu'il fait ça, il y a telle affaire, puis tout. Là, tu dis, OK, je vais te regarder. Tu pensais de regarder ça, tu sais? Puis, fait que, tu sais, moi, je suis serré dans mes liquidités, là. J'ai jamais d'argent. Je fais de l'argent, là, mais j'ai jamais de liquidité. Comment ça? Hey, t'as ben trop d'inventaire. Tu as regardé ton inventaire, elle est là, ton argent. Ouais, mais elle est bonne, mon inventaire. Oui, mais elle est bonne. Là, mais la question de 30 secondes, c'est elle est où? Là, je t'ai dit, elle était où? Puis, ça, c'est une autre affaire. Les entrepreneurs sont toujours très attachés à leur inventaire. C'est bien rare que ça vaut rien. Comment ça? On va vendre ça. On va la vendre. Chaque jour, un jour, on va vendre ça. Puis, on a des Walkman auto-reverse. Chaque jour, je vais vendre ça à un moment donné. C'est encore à la mode. Non, je pense que ça l'est plus. Là. C'est comme c'est désuet. Là, mais je fais des blagues, mais souvent, je parle avec eux autres. Puis, c'est OK, je pense à... Je pense que c'est ça, oui. Les tapis roses, t'en vendras plus. Avant quelques années que ça revienne à la mode. Puis quand ils vont revenir à la mode, ce sera peut-être pas le même design. Il va être rose, ce sera pas le même design. T'sais. Fait que tout ce qui est le fashion, là, souvent c'est ça. Fait que tu sais, moi, dans le fond, ce que je dis aux gens, c'est que quand tu rentres là-dedans, il faut que tu... Tu sais, des fois, on va regarder commandeur que je vais faire, c'est quoi la paye, le ci, le ça. Mais si tu aimes vraiment ça, je dis aux gens, investis-toi, sois curieux là-dedans. Moi, ce qui a été plus profitable pour moi là-dedans, j'aimais ça, comme je disais, j'en ai quasiment fait un AB, là, parce que moi, j'arrivais, je faisais du transactionnel, l'achat-vente, puis j'arrivais le soir, puis j'écoutais L'Œil du Dragon. Là, ma femme décroche un peu. Non, parce que j'ai donné quelques charges de cours à l'Université de Sherbrooke, ici. J'avais donné achat-vente. OK? Fait que je voulais trouver les deux pires cas de gens qui présentent leur business puis les meilleurs, mettons, à L'Œil du Dragon. Fait que là, je pouvais prendre des séquences, puis dans le cours, je leur montrais, puis je disais qu'est-ce qu'il n'a pas fait de correct, qu'est-ce qu'il n'a pas d'allure dans son affaire, puis tout. Puis, tu sais, je me rappelle toujours, il y avait quelqu'un qui avait dit ma business, là, OK, elle fait, mettons, 250 000 par année. OK? Puis, je pense que je vais vendre ça à 4 fois les profits, tu sais. Fait que là, le gars, il dit OK, qu'est-ce que tu fais pour savoir que ta business vaut 1 million? Tu sais, c'est 4 fois. J'ai jamais dit que ça valait 1 million. Ben oui, mais c'est parce que tu dis que ça fait 250 000 de profit, tu veux vendre ça 4 fois les profits. Ouais, mais je sais, mais j'ai jamais dit que ça valait 1 million. Ça L'Œil du Dragon. Je m'envoyer cette séquence-là. Là, moi, je me disais, ben voyons, OK. Là, tu dis, le gars investit 5 mois, faites-moi confiance, je suis bon, c'est ça, tu sais pas compter. C'est live, là. Fait que c'est des affaires comme ça que je montrais, je trouvais ça bien drôle. C'est vrai. Puis, où est-ce que tu vois, de manière plus générale, la carrière de comptable pour le futur? Puis peut-être aussi faire un parallèle avec ta propre carrière, où est-ce que tu te vois dans les prochaines années? Moi, ce que je te dirais, c'est une profession qui sera pas... on ne viendra pas au niveau du nombre de comptables qu'on avait. OK? Parce que l'automatisation a fait en sorte d'éliminer certaines tâches qu'on avait. Que on a besoin de moins. Exactement. Ouais, c'est ça. Par contre, ceux qui sont là vont avoir des fichus de belle carrière, de faire des choses intéressantes. Parce que c'est des choses que tu ne peux pas automatiser, c'est des choses que ça prend du jugement, tu veux t'investir là-dedans. Ça, je pense, ça va être il y a une belle perspective là-dessus. Puis après ça, avoir des rôles de gestionnaire. Moi, j'ai rencontré des gens, des entrepreneurs là, qui sont CPA de base, là, puis tu leur parles, puis là, à un moment donné, tu t'es CPA, toi? Ben oui. Mais finalement, j'ai dit, qu'est-ce qui t'a servi dans ton cheminement? J'ai appris une façon de faire, une façon de travailler, une façon d'approcher les choses, qui là, maintenant, je l'applique dans d'autres choses qui est carrément haute, puis ça marche. Des réflexes, de la gestion, tout ça. Fait que souvent, ça te donne cette base-là pour pouvoir avancer.
au niveau de la profession. Fait que c'est comme je dis aux gens, puis ils essayent de faire aussi lors des CPA, de sortir des gens avec des profils atypiques un peu, dans le sens où est-ce qu'ils sont rendus dans un poste, une transaction, qui dit leur titre les a apportés jusque-là, mais il n'y a personne, lorsqu'il a fait leur bac, qui a dit c'est cette personne-là qui va gérer ça avec ce profil-là. Il y en a qui sont en techno, là, des affaires vraiment flyées, puis tout en techno, puis qui ont un background CPA. Il y en a qui sont en ressources humaines, qui ont un background CPA. Oui, fait que c'est ça. On voit vraiment que, je dis ça, le futur de la profession, entre autres, c'est ça, c'est vraiment plus dans la diversification des tâches, dans plus la gestion, l'utilisation de son jugement, puis vraiment, c'est ça, au centre des affaires. Exactement. Plus les tâches moins intéressantes sont automatisées, plus ça libère de l'espace pour pouvoir faire ce qui est intéressant, ce qui est le fun. Puis c'est une belle perspective quand même, parce que j'imaginais pas nécessairement le futur de comptabilité comme ça, mais ça donne le goût d'y aller plus que jamais, on va dire. Moi, je te dirais qu'il faudrait des fois abandonner le mot comptabilité pour gestion. C'est bon, ça. On a une école de gestion maintenant. Oui. OK. Ouais. C'est bon, ça. Okay. Parce que c'est vrai, comptabilité, j'ai l'impression que ça réduit ça tellement à... C'est le mot comptable, c'est justement pour compter. Tu rentres des factures, fait que ça réduit ça tellement à une chose. Oui. Puis, moi, je fais des parallèles souvent avec la médecine. Tu as le CPA général en cabinet, qui est un peu le médecin de famille, qui connaît un peu tout, puis une certaine spécialité, mais après, il n'opérera jamais quelqu'un à cœur ouvert. Là. Ouais. Ça va être un cardiologue qui va le faire. Cardiologue, ben pour moi, c'est un fiscaliste. C'est quelqu'un en achat-vente d'entreprise. C'est spécifique, puis lui, il est passionné là-dedans, puis il va aller là. Moi, j'ai des gens dans mon équipe en cybersécurité. Là. Moi, écoute, je me fais hameçonner des fois encore, là, je fais attention, puis tout, je suis pas l'expert pantoute, là, tu sais. Fait qu'il faut faire attention, là, tu sais. Ce que je voudrais, c'est que le côté cabinet, pour la comptabilité, c'est, mettons, les gens qui trippent comptabilité peu, puis le faire, tout ça, là, ils vont faire carrière en cabinet. Ouais. Ou ils vont aller peut-être en gestion d'entreprise ou au département finance, comptabilité, des choses. Mais après ça, ça, c'est ce qui est plus puriste, plus proche de ce que tu apprends à l'école pile poil. Après ça, les horizons que tu peux faire. Écoute, le gars M. Lamarre, qui était numéro 2 du Cirque du Soleil, y a-t-il quelque chose de plus artistique que ça? Non. Les CPA. J'avoue. Il recrutait des acrobates. Ouais. Il faisait des setups de tournée mondiale d'un cirque. Un CPA. Ouais, c'est fou, hein? C'est fou. Allegria. Exactement. Et où est-ce que tu vois ta carrière dans les prochains temps? Est-ce que tu vas rester associé directeur, j'imagine? Est-ce que tu vois encore grossir justement le... Encore là, j'ai rien en tête de faire de quoi pour avoir un poste. Okay? Là, présentement, quelqu'un, la firme me dirait, on pense que tu pourrais être meilleur à un autre poste, c'est telle affaire. Moi, je vais dire, OK, c'est correct, je vais le faire, parce que je vais faire confiance à ces gens-là avec qui je travaille. Présentement, ce que je vois, moi, c'est vraiment faire en sorte de travailler avec mes autres associés leaders régionaux au Québec. On est 6 maintenant, 6, ouais, pour pouvoir faire en sorte que MNP ait un mapping complètement québécois avec les valeurs québécoises. Oui, dans le modèle canadien, mais on est tous des gens du Québec qui est là, en français, travailler là. Puis faire en sorte de finaliser la croissance du mapping. On en a encore pour 5-6 ans pour faire le tour du Québec. On a encore des trous dans la map où est-ce qu'on n'a pas de bureau physique. Exemple, la Beauce, on n'est pas là. On aimerait vraiment être en Beauce, mais on sait que ça prend des gens de la Beauce travailler avec les Beaucerons, comme ça prend des gens du Saguenay travailler avec le Saguenay, puis des gens... par région comme ça, c'est pas juste eux autres qui sont comme ça. Là. Souvent, les gens... L'analogie bien drôle que je fais, c'est que vous partez dans le sud... OK, vous voyez des gens ici au centre d'achat, là, vous allez au Carrefour de l'Estrie, là, vous ne parlez pas à personne, là, vous allez marcher, puis tout. Allez-vous-en à Cuba, dans un tout inclus, puis vous entendez parler français à table à côté. C'est sûr que tu vas aller les voir. Dire, hey, vous venez d'où? Hein? Nous, on vient de Terrebonne. Ah ouais, ben moi, je viens de Sherbrooke. Hey, ben c'est bien cool, puis tout. C'est rassembleur. Ouais. Tu vas te rechercher même à Cuba, ta source. Bon. Fait que... Après ça, les gens se font des amis en voyage. Parce qu'ici, tu ne le parles pas. Mais là-bas, vu qu'il y a la langue française, tout ça, ça borde des barrières. On est là une semaine, puis on fraternise. Bon. Tout ça pour dire que quand je reviens, point de vue du développement des marchés, les gens font affaire avec des gens. Il faut que tu aies des gens locaux près de ces gens-là qui fait que c'est un beau... Mettons, je viens de Thetford Mines. Moi, je rencontre des gens là, de Thetford, là, puis je leur dis, moi, je viens de là.
barrière tombe. Boom. Puis là, c'est sûr, là, je peux lui parler, tout ça. Puis l'autre, à côté de moi, là, il aurait travaillé plus fort pour l'avoir. Ouais. Puis il dit, il me semble que c'est juste plus facile que venir de la même place. C'est-tu assez stupide? Ben oui, en effet. C'est une question de confort. Tu sais. Ouais. Notre modèle d'affaires est vraiment comme ça. Nous, on ne veut pas parachuter du monde dans des régions, dire, hey, ils ont MNP, c'est les meilleurs sur le parachute. Non, c'est d'avoir des gens qui sont là, qui vont s'en venir avec nous, qui fitent avec nos valeurs, avec notre modèle d'affaires qu'on veut développer, puis on veut faire, qui est très, je te dirais, il n'y a pas de one fit all. Fait qu'à ce moment-là, moi, je gère 4 bureaux actuellement, puis j'en ai pas un qui est pareil. Puis je m'adapte à chaque place mais ultimement, on a tous le même objectif. Fait qu'on peut partir aujourd'hui, monter à Montréal, on peut monter par la 112, tu peux monter par la 20, tu peux aller rechercher à 40, tu peux aller, on va dire, tu te rallonges, oui, mais on va tout arriver à Montréal. Pas à la même heure, mais on va tout arriver. Fait que c'est un peu comme ça que moi, je dis aux gens qu'il faut le faire, puis respecter le rythme de chacun, puis le faire, mais pas perdre d'objectif ensemble. Puis s'il y a des gens qui disent, ben moi, je n'irai pas à Montréal, je ne vais pas y aller, ça, moi, parce qu'on avait convenu d'aller là. C'est là qu'il faut aller, fait qu'il faut amener les gens à tout ça. Fait que c'est les prochaines années, je serai au niveau professionnel, c'est de continuer ça. Je travaille beaucoup avec l'autre associé de Montréal sur la rive sud de Montréal, parce que, comme je disais, moi, j'ai un bureau à Valleyfield aussi que je m'occupe avec tout ça, pour faire en sorte de créer une région en soi sud de Montréal. Puis on va passer. Mais un coup, ça va être fait. Moi, je vais me sortir de là, je vais aller sur d'autres choses, je vais travailler. Comme je disais, tous les postes que j'ai eus, comme là, j'ai changé de département pour ne plus faire que de l'achat-vente. OK? Fait que quand même, les gens, voyons, on dirait qu'on voyait faire ça jusqu'à temps que tu prennes ta retraite, tu sais. Puis là, j'ai un super associé qui a pris la relève, puis j'étais avec lui dans les mandats, puis on continue, tu sais. Fait que c'est comme ça. Fait que moi, je suis comme, c'était j'y vais au fond Léon, je fais confiance à la vie. Puis quand j'ai fini quelque chose, ben j'ai plein de projets, plein d'affaires. Puis je dis aux gens, les gens me disent, hey, tel client, c'est moi qui va s'en occuper, puis t'as plus besoin d'y parler, là. Good. Parfait. Ça, moi, je vais en trouver un autre. Puis le client-là, puis souvent, des fois, il y a un mandat social, ils vont m'appeler, hey, viens me voir pour telle affaire, je vais y aller, je vais être super content, je vais passer. Tu sais, c'est. Faut pas te dire, moi, ça, c'est à moi. Non. Fais-toi confiance, avance. Pas trop d'autres choses. Puis au pire, je vais juste plus être à la maison, puis ça va être bien correct. Je vais m'amuser, puis c'est correct. Et voilà. Puis, peut-être, en terminant, j'aimerais savoir, en fait, est-ce que tu as des conseils à donner à des jeunes gens qui essaient de se trouver une carrière, qui essaient de trouver leur X comme toi t'as fait? Ouais. Quelque chose, justement, à leur dire. Je sais pas, c'est ça, oui. Un conseil. moi, ce que je te dirais, c'est tes centres d'intérêt, c'est quoi? Des fois, ça peut être à la limite, à l'origine des AB qui deviennent quelque chose qui te passionne puis tu dis, je ne pourrais jamais gagner ma vie à faire ça. Mais va explorer, essaye-le. Tu sais, c'est pas la pire affaire que tu peux faire, c'est choisir une profession pour l'argent. Puis dire, pour la notoriété. Si tu choisis ça pour la notoriété puis l'argent, c'est pas tout le monde que ça nourrit, la notoriété puis l'argent. Puis l'argent, c'est tout le temps temporaire. Ça va, comme quelqu'un disait, ça te permet d'acheter le bonheur. Là. Moi, je suis pas sûr. C'est parce qu'à un moment donné, plus c'est gros, tu vas toujours courir après d'autres choses. Tu peux faire juste, je sais pas moi, 500 000 par année, puis tu seras pas heureux. Puis l'autre fait 50 000, mais tous les matins, il est motivé d'aller faire sa job. Puis sa job, ça va être quelque chose de bien basique, mais il est heureux là-dedans. Il fait ses choses. Fait que c'est trouver quelque chose. Tu sais, la vie est courte. Encore, moi, j'ai 51 ans, puis ça a passé comme ça. Là. Je me dis, tabarouette. Là, il faut que. Moi, les journées passent, je ne les vois pas. OK? Est-ce que je me lève le matin, des fois, puis c'est difficile, puis ça ne me tente pas? Oui. Oui, je suis bien. Il pleut dehors. Surtout, tu arrives à l'automne, les premières journées d'hiver. Fait que là, tu sais, puis bon, mais tu dis, regarde, on va y aller, on va partir la roue, puis ça. Puis il y a des choses. Pas focuser sur les choses que nécessairement négatives de l'emploi que tu vises, puis juste voir ça, puis un volet que t'aimes, ben des fois, le volet que t'aimes pas, tu es capable de le déléguer, puis il y a quelqu'un à qui tu vas déléguer, qui lui, il aime le volet que t'aimes pas. Ouais. T'sais? Puis moi, il y a des gens au bureau qui font des choses, je leur fais comme, wow, merci d'être là. Et je dirais que t'as pas l'air d'aimer ça, toi. Non. Mais toi, t'es passionné, puis hey, on se complète, là. Puis la dernière affaire aussi, c'est d'essayer de travailler avec du monde pareil comme toi. D'essayer ou de. Il faut pas. Ah, il faut pas. Faut pas. Faut pas travailler. Faut pas que tu cherches la même affaire que toi. Puis, Puis, je vous dis, là, encadrez-vous avec des gens meilleurs que vous autres. Moi, je considère que tout le monde autour de moi sont meilleurs que moi.
Là, je me dis, je lui dis pas, là. Mais sincèrement, des blagues, là, mais je veux dire, sincèrement, là, écoute, moi, j'arrive à aller, puis tu dis, je te fais confiance, go, va ici, puis tout ça. Puis là, eux autres diraient, telle affaire, OK, parfait. Mais si tu essaies de ne pas mettre ça, de dire, ça, c'est parce qu'ils vont me voler ma place, va faire ci, va faire ça, ben c'est peut-être que tu n'es pas à ta place. Tu sais? Puis, peut-être que tu vas venir cette personne-là qui est super forte va venir ton patron un jour, mais moi j'ai pas d'orgueil là-dessus. Dans le sens, je me dis, OK, ben regarde, ce sera ça. Mais au quotidien, par contre, je continue à être heureux à faire ce que j'aime, puis à être là. Fait que ça, moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est un peu ça. De ne pas focusser sur tous le côté monétaire, le côté... Tu sais, il y a des jobs, c'est moins prestigieux. Tu sais, comptable, là. Avocat, là, c'est pas mal plus prestigieux que comptable. Tu sais, la notoriété, c'est ça. Mais je me dis, tu as le goût d'être en droit, de faire des choses ou le droit MBA versus il y a un côté un peu administratif à ça aussi. Fine, c'est super, mais tu le fais pas pour le glamour et tout ça. Là, parce qu'à un moment donné, ça va te rattraper. Je n'ai jamais été heureux de faire ça. Oui, absolument. Oui, c'est vrai. Fait que, je pense que c'est un peu le conseil que je donne. Puis pourquoi je suis mon X? Parce que je fausse pas mes émotions. Je les écoute. C'est bon. Ça, c'est difficile à faire. Oui, c'est difficile à faire, mais à force de l'essayer, Ben, j'ose croire qu'on devient, c'est ça, exactement. Ben, ça va te rattraper. Oui, ben c'est ça. À un moment donné, tu peux pas refouler ça. Quand ça te rattrape, puis là, tu le fais plus. Ça devient physiologique aussi. Là. Je veux dire, tu le ressens quand tu as des émotions, peu importe, genre que tu n'étais pas à la bonne place. En fait, justement, on avait notre invité hier qui nous disait qu'une de ses transitions, il était en droit et à un moment donné, il vivait un mal-être. Difficile à expliquer ça venait d'où. Il rentrait chez lui le soir, il pleurait. Il arrivait au bureau, il était comme déjà... Fait que c'est... À un certain point, il s'est écouté ses émotions. Et il a eu un parcours incroyable de vie. Là, puis là, il est parti dans différentes directions. Mais s'il ne s'était pas écouté, probablement qu'il aurait continué à tolérer. Donc, moi, je fais le lien avec ça, mais je trouve que c'est un beau conseil. Je pense que c'est un beau... Mais c'est pour ça que je vous disais, être sur son X, une des plus belles choses qui peut t'arriver dans ta vie, si tu as réussi à trouver ça. Oui, absolument. Ben écoute, je pense que c'est une belle façon de terminer la discussion. Eric, merci beaucoup pour ton temps. C'est vraiment apprécié. Merci les gars. Bravo. Belle discussion, hein, Charles? Oui, absolument. C'est quoi pour toi ton moment fort? J'ai beaucoup aimé quand il a parlé du fait que, même pour la comptabilité, ou pour être CPA, c'est une profession qui est beaucoup plus diversifiée qu'on pense. Fait que, en fait, je pense que la formulation exacte que je cherche, c'est tu vas trouver quelque chose que tu aimes là-dedans. Que tu sois introverti, extraverti, que tu aimes beaucoup plus les chiffres ou que tu aimes les relations clients, tu vas trouver quelque chose que tu aimes là-dedans. Et je pense que c'est quelque chose qu'on oublie souvent. On pense que d'aller dans un programme médecine, droit, CPA, n'importe quoi, on est en train de se fixer à une profession pour le reste de notre vie et on a une préconception de c'est quoi, mais il faut se rappeler que non, on va apprendre à bâtir notre carrière et à choisir ce qu'on aime, même quand on est rendu dans la pratique. Donc, choisir le programme initial, c'est pas exactement se fermer sur un choix, mais plutôt s'ouvrir à diverses opportunités dans ce domaine-là. Donc, je trouvais que c'est une très belle vision et c'est moins stressant d'aller dans un programme en pensant ça. Donc, ça c'est ce que j'ai aimé. Et toi, Charles? Ouais, ben moi, j'ai bien aimé tout ce qui est écouter son intuition. Puis la base d'écouter son intuition, c'est de savoir, en fait, reconnaître nos émotions. Tu sais, on en a parlé avec Claude André, entre autres, puis on en a reparlé avec Eric, le fait justement de, quand tu te sens bien quelque part, ça va faire en sorte que tu vas être plus productif, que tu vas avoir plus d'heures, puis tu vas être, comme Eric dit, sur son X, donc que tu es bien. Puis après ça, l'intuition, justement, arrive, puis là, elle est de bons conseils, normalement. Donc, comme d'habitude, si vous voulez nous laisser des commentaires et nous proposer des invités, vous pouvez nous écrire au 1000 et une voix du succès @gmail.com. Jusque-là, à la prochaine fois.